L'insulte est un terrain fertile pour les analystes du discours comme Laurence Rosier. Laurence est professeure de linguistique, de didactique et d'analyse du discours à l'Université libre de Bruxelles. Elle est l'auteure notamment du Petit traité de l'insulte, paru en 2006 et réédité en 2009. Dans ce petit livre bref et accessible pour les non-spécialistes, elle propose une analyse de l'insulte en mouvement qui met en évidence le rôle actif du discours dans la société et les relations. L'insulte répondrait d'ailleurs à une nécessité sociale de civilité en canalisant la violence physique. Selon cette théorie, le premier être humain à jeter une insulte plutôt qu'une pierre serait ainsi le fondateur de la civilisation. C'est Sigmund Freud qui le dit. C'est pour ça que j'ai utilisé le conditionnel, on est prudent. Parce que ce n'est pas la référence absolue. Voilà. Les insultes font partie intégrante de notre patrimoine linguistique. Et la conférence de ce soir pourrait être vécue comme une exploration du côté obscur du langage. Et pour faire toute la lumière sur ce vaste sujet, je cède sans plus tarder la parole à Laurence Rosier. Merci beaucoup pour cette présentation. Je t'ai un peu charrié sur le côté les mots plutôt que les coups, parce que souvent les mots ouvrent la voie aux coups, malheureusement. Alors, comme le dit la psychanalyste Evelyne Larguesch, pour peu que l'on y prête attention, il ne se passe pas un jour sans que ce soit retenu une phrase insultante d'un personnage politique vis-à-vis d'un autre, sans que soit évoqué, parce que le procès a lieu, des propos ayant engendré des plaintes. Et ne parlons même pas des affaires qui font la une de toutes les presses confondues pendant plusieurs jours. Je n'ai pas résisté, mais le débat ne portera pas là-dessus, à montrer quelques insultes à propos de l'écriture inclusive. Au sujet de l'écriture inclusive, Pascal Bruckner associe LGBT et pédophile. Pour Raphaël Enthoven, l'écriture inclusive relève du négationnisme vertueux. Et puis, des petites paroles recueillies ici et là. Déjà que je suis dyslexique, donc niquez vos mères avec votre écriture de merde, quitte à me faire passer pour un facho. Et ce n'est qu'un petit extrait du florilège que je recueille, et qui, quelles que soient les positions qu'on a sur cette écriture, montre qu'en tout cas les opposants sont dans la haine. J'ai une explication parce qu'en fait il y a une catégorie populaire qui est l'outrage à la langue, qui n'existe pas juridiquement, mais qui fait que quand on a l'impression qu'on touche à la langue, les gens sont amoureux, amoureuses de la langue, et bien du coup il y a une réaction qui est outrage pour outrage. Donc ils se permettent d'être d'une telle violence parce que pour eux, ils ont ressenti une violence énorme. L'ordurier, un genre politique. Alors, il est clair que cette question de l'insulte entre abjection et bon mot est mise particulièrement en avant dans le domaine politique. L'idée aujourd'hui, c'est de faire la petite phrase qui est plus ou moins construite aussi par, évidemment, les conseillers en communication, mais on sait que si on fait la bonne petite phrase qui sonne bien, qui est symétrique, qui va pouvoir être répétée, qui va pouvoir être tweetée, va évidemment marcher. Alors, cet ordurier comme genre politique, évidemment, puise, et c'est ça qui est intéressant, son historicité dans un contexte politique qui est celui de la Révolution française. Et quand je parlais de l'écriture inclusive tout à l'heure, je vais faire une espèce d'analogie, peut-être que certains me reprocheront, mais quand on touche à quelque chose qui va changer la mentalité culturelle, sociale et politique, on a un déferlement de violence verbale. Et à la Révolution française, il est clair que cette violence verbale était quelque part nécessaire, c'est-à-dire que, avec quelque chose qui était assez faux, parce que finalement, le bourgeois doit plutôt, par ailleurs, être respectueux de la langue, alors que l'aristo parlait avec son paysan la langue du peuple et n'hésitait pas à jurer, mais il y a cette idée que finalement, on doit absolument être injurieux pour être républicain et libertaire, on va dire. Alors évidemment, il y a le père Duchesne. Alors quand on voit comment il parle de Marie-Antoinette, la femme en effet la plus détestée de son époque, la tigresse autrichienne était regardée dans toutes les cours comme la plus misérable prostituée de la France. On l'accusait hautement de se vautrer dans la fange avec des valets, et on était embarrassé de distinguer quel était le Gouja, qui avait fabriqué les avortons aclopés, gangrénés, sortis de son ventre idée à triple étage.
portrait. Et puis vous avez d'autres grands tribuns qui vraiment revendiquent ce parler ordurier, qui va évidemment nous amener peut-être un peu plus tard dans la discussion, cette question de la transparence du langage. Moi je parle vrai, moi je parle pas politiquement correct, moi aussi je sais parler latin, mais ma langue naturelle est celle de la sans-culotterie. Il faut jurer avec ceux qui jurent, foutre. Tous ceux qui aiment la franchise et la probité ne s'effarouchent pas des bougres et des foutres dont je larde par-ci par-là mes joies et mes colères. Et en fait c'est Camille Desmoulins. Il n'y a pas à barguigner, il faut opter entre la mollesse des formes polies et correctes et l'injure ordurière. J'aime mieux qu'on dénonce à tort et à travers, j'ai presque dit qu'on calomnie, comme le père Duchesne, avec cette énergie qui caractérise les âmes fortes et d'une trempe républicaine. Donc il y a vraiment, vous voyez, par rapport à cette idée qui est quand même forte, je préfère qu'on calomnie, mais qu'on s'exprime de façon forte par rapport à cette question de l'insulte. Et donc il y a quelque chose qui est la maîtrise de la langue et l'insulte, parce qu'évidemment ce n'est pas mal parler. Il y a l'idée qu'il y a une espèce d'aristocratie de l'insulte, qu'on lit d'ailleurs par exemple dans le journal de Paris, là. Cet homme sait si peu sa langue que malgré ses efforts très marqués pour me dire une injure, il n'a pas pu y réussir. Et il est clair que par exemple Jean-Louis Fournier, qui a écrit il y a quelques années « Je vais t'apprendre la politesse petit con », qui était « Comment insulter le pape » ou des choses comme ça, était un peu dans cette veine finalement de dire l'insulte peut être un instrument de libération de la parole. Alors, quand on a ça, évidemment, voilà, c'est Pinocchiote. Donc on l'a réduit à quoi? À son symbole qui est le nez, qui est la menteuse. Mais paradoxalement, moi je trouve ça moins grave que la comparer à un singe. C'est-à-dire là, on est dans l'insulte politique, qui est de dire, on est dans ce qui est le mensonge. Alors le mensonge en politique, c'est un tropisme de dire les politiciens et les politiciennes sont des menteurs ou des menteuses, et donc quelque part on l'attaque sur un acte, et elle peut évidemment, quand on la traite de menteuse, dire non, je n'ai pas menti. Quand on vous traite de con, dire non, je suis pas con, c'est plus compliqué, parce que la définition du mot con n'est pas tout à fait la même pour tous et toutes, tandis que là, voilà. Donc c'est aussi pour vous dire que par rapport à ce qu'on dit le politiquement correct, moi je suis pas pour interdire ce type de caricature, à partir du moment où il porte sur un point de vue politique. Alors, on peut y revenir aussi. Le problème avec Taubira, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la violence augmentée par la toile, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est ça, évidemment, qui provoque quelque chose qui est de l'ordre du harcèlement, et là, qui est condamnable. Alors là, on est peut-être plus dans l'abjection, tout à fait. Taubira épanoui comme jamais depuis son départ du gouvernement a le ton naturel. Donc vous voyez qu'il y a eu un photomontage évidemment pour la montrer soi-disant nue, et qu'on a de nouveau cette insulte animale, ton, qui est l'insulte privilégiée pour les femmes, quel ton, c'est-à-dire quelle femme qui n'est pas belle, le ton. Et donc là, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est abject, parce qu'on montre une nudité qui n'est pas la sienne, etc. Et en même temps, on est dans une espèce d'ironie. On est dans un hashtag Taubira qui n'est même pas lui-même insultant. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que ce tweet va se retrouver après dans des fils de discussion où les gens qui sont pour Taubira pourront mettre hashtag Taubira. Donc voilà, quand on travaille sur la violence sur le net, on est vraiment confronté à des études de cas très particulières. Alors l'insulte stéréotypée, elle part en fait du degré zéro de la dénomination. C'est-à-dire vous dites je suis un fonctionnaire, je suis wallon, je suis un connard, ça serait moi, ça peut se dire, mais... Donc l'insulte stéréotypique, elle se décline si vous voulez. Vous avez le sociotype. Le sociotype, c'est paysan fonctionnaire, qui peut aujourd'hui être vu évidemment comme une insulte, parce que simplement le terme a intégré une caractéristique négative, on n'est même plus obligé de la dire. C'est sur cet implicite que reposent les blagues. Une blague classique sur le fonctionnaire, c'est-à-dire quelle est la différence entre un chômeur et un fonctionnaire. Le deuxième n'a jamais travaillé. Donc, il y a l'idée, voilà, ça c'est l'idée classique que l'on... Alors, on ne doit même pas le dire. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, c'était un paresseux. Donc, on a intégré dans le terme son stigmate, si vous voulez. L'ethnotype... Alors l'ethnotype au départ, l'ethnotype de base, c'est simplement l'origine géographique ou ethnique. Et puis évidemment, c'est toutes les dérivations. Quand je dis macaroni, c'est bien sûr parce qu'au départ, l'ethnotype, c'est italien. Arabe, l'ethnotype, à partir du moment où je mets sale devant, évidemment, ça devient une insulte.
Wallon, en tant que tel, mais on verra un exemple tout à l'heure, n'est pas une insulte, mais le devient. Et flamouche, on voit qu'on commence à dériver le terme, et donc on est aussi dans l'insulte. Les sexotypes, aujourd'hui, évidemment, avec toutes ces affaires autour du sexisme, sont particulièrement mis en avant. Alors, il y a putain, gouine, pédé, on verra évidemment comment ces termes peuvent aussi être retournés pour en faire des étendards. Alors, l'ontotype, il est assez particulier, parce que finalement, on peut dire de quelqu'un « t'es un fainéant ». Alors, la différence, là, je prends toujours un exemple du football, c'est, voilà, il y a un gosse qui laisse passer des buts et on lui dit « hey, passoire ». Alors bon, c'est gentil, c'est pas trop méchant, mais si, à un moment, on lui donne comme surnom la passoire, on voit que ça l'ontotype, c'est-à-dire ça l'ontologise et ça devient sa caractéristique. Alors c'est comique quand c'est par exemple Gaston Lagaffe qui est le gaffeur, mais le petit qui reçoit le surnom de la passoire, ça le stigmatise évidemment. Alors combinaison évidemment, espèce de fainéant de nègre, là on voit qu'on va prendre un ontotype plus un thénotype et on en verra d'autres exemples tout à l'heure. Ah ben voilà mon exemple, on n'est pas le Hainaut, citation célèbre de Philippe Claus, qui évidemment, quand il a dit ça dans un débat, alors ça pourrait être très géographique, on n'est pas le Hainaut, ben non, on est à Bruxelles, on n'est pas le Hainaut, c'est évidemment pas cette objectivation de la phrase qu'il fallait prendre en compte, mais on n'est pas le Hainaut, on n'est pas des Wallons assistés, paresseux, etc. D'ailleurs, il a dû s'excuser par la suite. Mais là, vous voyez que, évidemment, rien ne nous donne. Il n'y a rien d'insultant au départ, de façon explicite dans cette phrase. Alors quand on voit évidemment ce jeu des stéréotypes, le jeu des stéréotypes, je vous ai cité une blague, c'est clair qu'il y a des genres de discours où les stéréotypes sont nécessaires. Ils sont parfois nécessaires aussi en français langue étrangère. De temps en temps, le français langue étrangère s'appuie sur des stéréotypes pour dire, voilà, l'autre est comme ça. Ça facilite la communication. Il y a toute une théorie depuis le début du XXe siècle qui est une approche positive des stéréotypes en disant que finalement, ils nous apprennent à comprendre le monde, bon, de façon un peu restreinte. Il est clair que quand vous avez une carte du monde comme ça, alors ce que j'aime bien, c'est ceux dont on s'en fout, c'est-à-dire on les nomme pas. C'est intéressant ça. Et puis vous avez évidemment nous on est les teubés là, les roux, les alcoolos, etc. Mais qui sont la base évidemment de tout un discours qui soit cinématographique, celui des blagues, etc. Qui est le discours comique, qui peut aussi être évidemment entre abjection et bons mots. Il y a un magnifique film qui est Entre les murs de Bégodeau où il y a toute une discussion avec les étudiantes et ses élèves où il leur dit vous vous comportez comme des pétasses et puis elles vont porter plainte en disant ouais vous nous avez traité de pétasses et pétasses pour elles c'est pute. Elles n'ont pas tout à fait tort dans l'origine étymologique mais lui il leur a dit vous vous comportez comme des pétasses et il y a une discussion extrêmement intéressante là-dessus. Alors ce qui est bien sur le net aujourd'hui c'est que non seulement on a des propos violents, alors ça c'est pas bien mais moi je les observe, mais il y a aussi une discussion sur ce qui est violent ou pas. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les internautes eux-mêmes se disent, tiens, qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Et donc, on discute beaucoup, évidemment, de ce curseur de la violence. Alors, évidemment, dans les stéréotypes et les ethnotypes, on s'en est donné à cœur joie avec Taubira. Et là, on voit évidemment le petit déjeuner carcéral, ça pourrait être amusant, mais à partir du moment, évidemment, on réfère à Yabon Banania, là, on est évidemment dans la stigmatisation raciste. Celle-ci est encore un cran au-dessus, puisqu'elle est plus problématique. Elle était reprise sur un site qui pro-FN et très islamophobe. Alors vous ne savez peut-être pas lire d'où vous êtes, mais je vais vous lire ce qu'on met dans la bouche de Taubira. Vous avez été tout vilain, maman Taubira est tout colère. Je vous condamne à 2 heures de colle. Donc ce qu'on fait, c'est évidemment lui mettre la parole créole comme stigmate, d'accord ? Et en face, évidemment, vous avez fait chier la vieille, elle va nous faire rater le RER de 18h. Lui, il a nique la police et oh, la bouffonne, elle va nous faire une perte d'exploitation. Et là, j'encule ta mère. Et donc, là, on voit que dans cette image, on a en plus, il y a une violence augmentée parce qu'en plus, elle dérive vers d'autres personnes qui sont insultées ou caricaturées que Christiane Taubira. Troisième catégorie, l'insulte antonomase. Alors les antonomases, on les connaît parce qu'on les utilise
régulièrement au quotidien, et elles sont passées dans le dictionnaire. Un tartuffe, un faux cul, quoi, un Judas, un Fanjo. Alors aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus qui c'est Fanjo, l'Argentin qui conduisait mal, ils demandent. Un Johnny, un Mohamed, ça c'était lors de nos études dans les écoles à Bruxelles, on avait eu ce type d'antonomase. Et puis alors évidemment, on a des choses qui sont plus travaillées d'un point de vue rhétorique, la Dame de Fer, le Panzer Cardinal, le petit Nicolas Sarkozy. On voit comment le petit soudain devient insultant. Monsieur Royal. Vous voyez, dire évidemment à l'époque, Ségolène Royal appelait François Hollande Monsieur Royal, c'était quelque part l'insulter, en lui donnant le patronyme de sa femme. Bécassine, alors Bécassine c'était aussi Ségolène. Marie-Antoinette, c'est Kosciusko-Morizet évidemment. Thatcher en pantalon. Alors ça, c'est à peu près la seule antonomase que j'ai trouvée avec le pantalon. C'était pour désigner Sarkozy. Par contre, les Hitler en jupon et autres, vous en avez beaucoup. Alors, Dutroux, Bush, Ben Laden, Mauresmo, ça ce sont des insultes qu'on avait recueillies dans les cours de récréation. Alors vous voyez qu'elles sont évidemment liées. Dutroux, c'était, on a fait nos études en 97, donc c'était après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Ben Laden, c'était après le 11 septembre. Mauresmo, c'était quand elle était au fait de sa gloire. Et puis vous avez la déformation du nom. Ça, c'est un cran au-dessus de l'insulte antonomase. Sadamite, Ubuche-Roi, sarcophage, le chi. Enfin, le chi, c'est toujours sympa, mais c'est parce que c'était pour Chirac. Et Chirac, toutes les insultes ont toujours été sympas avec Chirac. Chirac avait réussi à faire super menteur, c'est-à-dire à développer quelque chose de l'empathie pour des caractéristiques négatives. Dousta blabla, Elio Di Roupette, Joël Milqueux. Voilà, on est toujours là. Donc, l'insulte antonomase. La syntaxe de l'insulte, il est clair que si on met espèce de sale, petit, grand, gros, pauvre, tu n'es que, et devant un mot, ça devient une insulte. Donc on a une potentialité de la langue à créer des insultes avec n'importe quel mot. Et puis vous avez les noms de noms. Alors ça, c'est évidemment la caractéristique du capitaine Haddock, qui est de faire des espèces de logorées. Alors quand on essaye de les lister, on a les termes du visage, gueule de, face de, tête de, face de paix, etc. Les termes scatologiques, caca de, bouse de, fiente de, les figures d'animaux, cochon de, rat de, les termes sexuels, foutre de, pine d'huître, bien connu à une certaine époque. Les origines géographiques, j'aime bien les renouvellements quand même, crétin des Alpes, pétasse des collines, couillon des bellons, les origines généalogiques, fils de pute, bâtard de ta mère, les expressions typiques d'eau douce, etc., etc. Donc, on a une petite syntaxe qui est assez facile à apprendre, en fait. Je ne sais pas s'il faut l'apprendre, bien sûr. Alors, je ne m'étendrai pas, même si ça serait en soi une conférence sur l'insulte non verbale, mais on voit évidemment que le doigt d'honneur est devenu quelque chose d'extrêmement à la mode, même si évidemment il y a une origine pas nécessairement noble, avec des origines assez particulières sur d'où vient ce doigt d'honneur. Mais on voit qu'elle peut être réutilisée. Alors là, vous voyez, de nouveau, c'est pour ça que j'ai repris mon exemple de Taubira que je vous traîne. Il est clair que là, la justice pour les mineurs délinquants, selon Taubira, les victimes des agresseurs. Alors de nouveau, là, on doit se dire, c'est acceptable à partir du moment où on critique une position politique, mais qui n'est pas stigmatisante par rapport à son origine et au fait qu'elle soit femme, par exemple. Alors la cyberviolence, il est clair qu'on doit passer aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le net à l'insulte ? On n'a jamais autant vu d'interventions sur l'idée que les réseaux sociaux incitent à la haine. Il est clair qu'aujourd'hui, on a toute une typologie de ce que permet la toile. Ce qu'on appelle cyberviolence, moi je parle de violence numérique, mais voilà, c'est pas important. Le bashing, le bullying, le doxing, le trollage, le flamming, le tone policing, les variantes numériques du slut-shaming, les posts ad personam, les commentaires désobligeants, les détournements iconiques, les smileys dégradants, les blocages, les signalements. Alors, toutes ces formes existaient avant, mais aujourd'hui, ce qui les caractérise, c'est plutôt qu'elles peuvent... En fait, sur la toile, on a le don d'ubiquité. On peut être partout à la fois. Et les insultes, elles peuvent évidemment créer un environnement qui est un environnement de violence qui peut être vraiment senti comme le tout à la fois. C'est pas une violence qu'on reçoit progressivement, c'est un bombardement
que résume bien le terme d'ailleurs bashing, et du coup évidemment ça a modifié, on peut vraiment parler de violence augmentée, comme on parle d'identité augmentée, ça c'est le côté positif, hein. On peut être mieux que soi sur la toile, mais on peut aussi être attaqué beaucoup plus que dans la vie réelle. Avec les hashtags évidemment qui permettent en plus de nous mettre, hein, suivant le mot qui suit, dans des lignées discursives où on n'a pas nécessairement envie de se retrouver, hein, d'accord ? Alors voilà, par exemple, hein, vous avez ces usages et ces détournements, hein, la pire contre-attaque, hein, avec, hein, où là, et donc là, ces iconographies, bon, qui sont là peut-être, comment, de nouveau acceptables, hein, mais sont à ajouter, hein, à tout ce qu'elle a déjà reçu, puisque vous avez vu depuis le début de la conférence, hein, le nombre de stigmates que je vous ai montrés. Et ce qui me fait même, parce que là aussi, quand j'ai fait mon expo salope, bah, j'avais évidemment mis en avant Margaret Thatcher. Et tout le monde disait, oui, mais celle-là, c'est quand même une vraie salope. Donc on peut la traiter de salope. Alors, j'ai peut-être parfois du mal, évidemment, à défendre Christine Boutin, mais quand je vois qu'on fait caca sur son mur, comme on dit, c'est-à-dire, hein, on met des poux, il suffit de penser ce que c'est quand même de chier sur un drapeau, enfin de faire ce type d'outrage. Alors là, c'est juste... cliquer 50 fois sur la petite icône, mais quand même. Hein, donc, il y a quelque chose qui est vraiment d'un outrage qui est particulier et que permet la toile. Et il est clair, je vais y revenir tout à l'heure, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une insulte qui serait défendable parce qu'il y aurait la loi du talion? Hein, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde et donc je peux chier sur ton mur, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de s'interroger finalement entre l'idée que l'insulte est soit un bon mot, soit une abjection, c'est le fait quand même qu'elle s'intègre dans le processus de communication. Elle produit un effet, il y a un sens qui se construit et ce sens, il est négocié. Il peut être négocié, donc il peut être refusé ou accepté. Alors j'aime beaucoup cet exemple d'un film un peu ancien qui est Le goût des autres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est l'histoire d'un petit patron de PME qui n'est pas très cultivé, mais qui tombe amoureux d'une actrice de théâtre très parisienne, très branchée, et elle l'amène à découvrir son monde. Et donc lui, il s'appelle Castella, et elle l'amène à un vernissage d'amis homosexuels. Et Castella, bah voilà, il est de bonne composition, et donc il s'adresse aux amis. Il y a du monde à votre expo, vous devez être content. Ouais, il n'est pas content. Si, mais des journalistes qui auraient dû venir sont toujours pas arrivés. Quoi, ils ont dit qu'ils venaient, ils sont pas venus, c'est vraiment des PD. Des quoi? Bah, des PD. Vous voulez dire des hommes qui s'enculent, comme mon ami et moi? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle en disant, tu sais que PD, en fait, ça a une signification, alors que Castella, finalement, il l'emploie comme con. Pour lui, il y a j'ai eu une discussion la fois passée sur l'idée que, bon, con, c'est le sexe féminin, etc., mais quand on dit con à quelqu'un, c'est perdu, cette étymologie est perdue. PD, il y a quand même cette idée, hein, d'un certain type de relation sexuelle, hein, qui serait réservée, soi-disant, aux homosexuels. Mais il y a vraiment, dans cette réplique que j'ai adorée, on revient au sens du mot, et en disant, finalement, peut-être malgré toi, tu continues à porter quelque chose qui est une charge homophobe, puisqu'il existe l'insulte enculée, qui continue, évidemment, d'être... Bonjour Hélène, j'avais dit que je le ferais. Mais je ne t'insulte pas, hein. Espèce de retardataire. Donc, tout ça m'amène à dire que toute injure est d'une certaine façon une injure raciste. Alors, au sens où Evelyne Larguesch l'utilise, c'est que raciste, ça veut dire qu'elle catégorise. Hein, et que la première catégorisation, elle est celle-là. On aurait pu dire classiste aussi, elle classe et elle déclasse. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, évidemment, tout mot peut, par son contexte d'emploi conflictuel, devenir une insulte. Alors, on a l'impression que le mot chaussette serait plus favorable à une insulte que le mot fleur, mais en fait, non. Hein, à partir du moment où on a toute cette syntaxe de l'insulte et toutes ces figures de rhétorique, tout mot peut en effet devenir une insulte selon un contexte donné. Et sur Internet, sur le café langue de pute, il y a « tu serais une salope ma fille ». Donc vous avez là mes ethnotypes, mes sociotypes, mes sexotypes qui sont repris, mais dans un mécanisme qui va réduire l'autre à une identité dont il ne peut pas sortir, puisqu'on l'a vraiment assigné. Et ça, on le trouve justement de façon
extrêmement courante sur la toile. J'avais trouvé ce magnifique exemple de la chanteuse Marie Warnant. 10h50 un dimanche dans ma rue Scarbécoise. Je sors pour aller chercher de l'eau et oh pardon, un Coca Light. Une voiture s'arrête. 2 hommes à bord. « Salut mademoiselle, t'es jolie, tu viens jouer avec nous ?»« Non merci. » Réponse immédiate. « Sale chienne, viens baiser avec ton Coca Light. »« Pardon ? Grosse chienne, tu m'as bien entendu, t'aimes ça, hein ?»« Pardon ?» Alors ils me suivent, me crient dessus, s'arrêtent et impunément me retraitent de grosse chienne, de grosse salope, de chienne à abattre. L'un dit « Excusez-le, il est bourré. » Je dis « Monsieur, il est 11h du matin. Vous êtes sous, je suis une femme, pas un animal. Il y a des enfants ici qui pourraient se faire écraser par votre connerie. Avancez, dégagez, avance, dégage. Je vais prendre ta plaque d'immatriculation et appeler la police. » Réponse, grosse chienne, appelle la police, on les emmerde. Ils accélèrent et partent en criant, grosse chienne. J'appelle donc la police en demandant quoi faire. Une femme répond grosso modo, ouais, vous pouvez porter plainte, mais il n'y aura pas de suite. Ça dépend ce qu'il y a dans son casier judiciaire. Je suis pas procureur, moi, madame. Hein. Merci, vive la Belgique, vive les cons, vive Yamiambonne, vive la police, pauvre Bruxelles, je t'aimais, oui, mais... Hein. Alors après, ce poste, Marie Warnant a d'une part été attaquée en disant qu'elle stigmatisait certaines populations de Bruxelles, alors qu'on voit qu'elle évite complètement, en effet, de nommer des hommes. Et bon, il y avait une dimension ironique dans sa dernière phrase aussi, mais elle montre aussi comment, dans la manière dont finalement une insulte va nous emmener vers finalement avoir aussi une posture d'insulteuse, puisqu'elle commence par faire un peu la leçon, il est 11h, etc. Et puis, elle lui dit « dégage !» Et elle commence aussi le tutoiement. Donc, cette interpellation et cette assignation, on voit évidemment qu'elle suscite une réaction. Et je pense que voilà, ce type de choses par rapport à toutes ces questions aujourd'hui de harcèlement dans l'espace public, voilà, mérite d'être réfléchi dans ces termes d'assignation et de finalement, on s'attaque à sa face, en fait, à son territoire qui est le sien dans l'espace public. Ce qu'il y a avec illettré, c'est qu'on peut dire, mais non, c'est une description. Et ça, je me souviendrai toujours d'une formation où des jeunes filles m'avaient dit, madame, si salope, c'est vrai, c'est que c'est pas une insulte. Et alors on avait discuté, oui, mais ça veut dire quoi, salope? Mais pour elle, à partir du moment où le terme était descriptif, il n'était plus insultant. Mais ça, on trouve ça tous les jours. Et là, j'avais trouvé toute une discussion, en effet, sur le terme illettré. Est-ce qu'il était une insulte ou est-ce qu'il était une objectivation de quelque chose? Alors, ce qui est intéressant, de nouveau, c'est que vous avez les gens qui discutent. Les propos de Macron sont tellement faux que chez GAD, des formations contre l'illettrisme existent depuis 8 ans. Donc, il y a des gens qui disent c'est descriptif, donc je veux dire que c'est faux. C'est pas... Si on dit qu'il y a des ploucs à la campagne, c'est discriminant. Alors là, lui, il prend plutôt sur un mode, finalement, c'est une insulte. Il suffit pourtant de regarder L'amour est dans le pré pour en voir l'appel. À croire que personne ne supporte l'image qu'il renvoie comme les bouffons qui passent dans des reportages en étalant leurs bêtises et leur ignorance crasse, etc., etc. Là, vous voyez, on n'est pas du tout dans le côté descriptif. J'aimerais bien savoir ce que M. Macron entend par illettré, donc en bonne bretonne, inculte. J'ai cherché dans un dico des synonymes. Illettré égale analphabète, ignorant. Pour ma part, j'ai grandi dans le Morbihan, dans le milieu ouvrier. J'ai de la famille qui travaille dans l'agroalimentaire et à ma connaissance, il n'y a pas d'illettrisme au sens premier du terme. Par contre, il y a un manque de formation des niveaux scolaires faibles et vous voyez que les gens argumentent à partir du terme, parce qu'ils l'ont pris comme un terme descriptif, mais qui était quand même insultant. Mais au départ, voilà, ils veulent répondre en disant non, ce n'est pas de l'illettrisme. Enfin, dernier point par rapport à ma conception de l'insulte, c'est que je considère que l'insulte est un lieu de mémoire. Au sens de Pierre Nora, qui considère les lieux de mémoire, c'est, par exemple, ça peut être la Marseillaise, ça peut être le dictionnaire littré, ça peut être évidemment le monument aux morts, ce sont soit des vrais lieux ou des lieux symboliques. Alors pourquoi je préfère l'insulte lieu de mémoire que patrimoine de l'humanité, vous voyez? L'insulte, pour moi, est un petit théâtre avec sa propre scénographie. Il y a l'insulteur, l'insulte, insulté. Ah oui, je ne suis pas passée à l'orthographe, à l'écriture inclusive. L'environnement et le tiers. Un acte insultant a potentiellement un caractère d'événement et une signification historique, tout comme il nous renseigne sur les positions notoires ou non de l'insulteur ou de l'insulté. Lorsque les critères se superposent, il renforce la possibilité mémorielle et la possible constitution d'un véritable lieu de mémoire. Alors, je vais montrer des exemples, parce que là, c'est juste du discours. Quand on dit à Taubira qu'elle retourne à Cayenne, il est clair qu'on fait appel à l'histoire de France, qu'on la ramène au bagne. Et donc là, on a quelque chose, il n'y a pas de mot insultant, mais on voit bien que par le petit théâtre tel qu'on l'analyse, tel que je vous l'ai montré, d'ailleurs,
les propos ont été jugés inqualifiables par François Hollande, Emmanuel Valls, à l'époque. Alors je vous disais évidemment par rapport à la violence engendre la violence, hein, citation apocryphe d'Eschyle. C'est quelque chose, tout à l'heure, quand on disait justement, est-ce que quand il vaut mieux insulter parce que ça nous évite de donner les coups, parfois peut-être, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un principe fondateur qui est que la violence engendre la violence? Et que finalement, est-ce que ce que j'observe sur les réseaux sociaux et dans tous les exemples que je vous ai donnés aussi, c'est que les gens considèrent par exemple qu'ils ont subi une violence et donc qu'ils peuvent être violents. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein, cette justification de la violence. Je pense, moi, que c'est vrai que la loi du talion suppose une équivalence entre l'acte offensant et sa réparation, comme l'application de la peine de mort à une personne coupable d'un assassinat. Dans le domaine du discours, la loi du talion serait de produire une réponse à un discours sur le même ton, dans le même registre, comme par exemple avec Margaret Thatcher, c'est de dire elle avait fait une telle violence politique avec ce qu'elle faisait au prolétariat anglais, etc., que finalement aller danser sur sa tombe, ben, c'était bien fait. Et pourtant, on a vu des militantes à l'époque qui avaient porté toute leur vie un badge où il y avait I hate Thatcher, et qui, quand elle est morte, l'ont retiré en disant voilà, la mort fait que bon, ben, c'est une personne qui est morte. Et donc, on ne fait pas cette espèce d'égalité discursive. Hein. Un discours ne vaut jamais un autre discours. En tout cas, la mort a l'air, en tout cas, de revoir cette loi du talion. Mais c'est à discuter. Hein. C'est évidemment une idée que j'ai, parce que j'ai l'impression, évidemment, que répondre à la violence par la violence, ça ne mène à rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas riposter. Hein. Mais comment riposter? La riposte comme arme. Rihanna a insulté dans un magazine, elle riposte. Pas facile de rester insensible à certains commentaires écrits dans la presse. Rihanna en sait quelque chose. La chanteuse, originaire de la Barbade, a été la cible d'injures particulièrement racistes dans le magazine néerlandais Jackie. Dans un article, elle a notamment été traitée de nigga bitch, contraction de nigga et bitch, hein, salope de nègre. Elle a de la street crédibilité, un cul du ghetto et une voix en or. Rihanna, la gentille fille devenue rebelle, est la salope nègre par excellence et le montre avec joie, ce qui pour elle signifie « tout ce qui est porté peut être retiré ». Si ça signifie terminer à moitié nue sur la scène, elle le fera, pouvait-on lire dans le magazine. Les réactions d'indignation ne se sont pas faites attendre, ce qui a contraint Eva Hook, la rédactrice en chef, à présenter ses excuses sur Facebook. Mais le mal était déjà fait. Rihanna a choisi de riposter via son compte Twitter. « J'espère que vous savez lire l'anglais, car votre magazine n'est qu'une pauvre représentation de l'évolution des droits de l'homme. Je vous ai trouvé irrespectueuse et même pire, pathétique, a-t-elle écrit, avant de lancer un sanglant « fuck you ». Et donc on voit qu'évidemment, hein, elle a d'abord un discours qui est dans le cadre de la politesse, et puis après, hein, elle riposte. Voilà. Donc, alors cette question de la riposte, elle est évidemment intéressante pour nous dire qu'il y a un continuum, qu'il y a des pratiques valorisées de la joute verbale vers des pratiques d'agression et stigmatisation verbale. Il y a un subtil équilibre à trouver. Mais voilà, encore quelques exemples, hein, justement, pour qu'on puisse alimenter la discussion. Alors, ce qu'il y a, c'est quand même que le salon de l'agriculture, c'est un salon où il faut produire un discours. Hein, les présidents français le savent, et évidemment Sarkozy, il l'a un peu mal fait avec Casse-toi pauvre con, même si après il y a une pérennité de ce qu'il a dit, mais il voulait pas que ça soit public de toute façon. Hein, c'est un peu ça le jeu. Il l'a pas fait comme une citation, alors que par exemple Chirac, hein, à un moment il y a quelqu'un qui était venu le voir en disant connard et il lui a tendu la main en disant Chirac. Hein, donc là il y avait vraiment cette riposte, hein, qui était une espèce voilà de retournement. Hein, et j'aimais assez bien quand même mais c'est apparu comme un peu pas fair-play, on va dire. Hein, à une fillette qui, sur un stand du salon où il s'arrêtait, lui a lancé « J'ai jamais vu Nicolas Sarkozy ». François Hollande a répondu dans un sourire « Bah, tu le verras plus hein, ». Donc, ça a suscité évidemment des éclats de rire. Mais tout de suite, on a eu la riposte. Les Français n'ont pas élu un chansonnier. Et donc, de dire... Et c'est pour ça aussi que je pense qu'après... il y a eu un changement d'éthos complet de François Hollande, et ça a raté, parce que lui, en effet, c'était quelqu'un qui avait de l'humour, et il a dû rentrer dans un autre moule, et du coup, sa parole s'est perdue. On a toujours eu l'impression qu'il était empesé dans son costume, dans ses paroles, etc., hein, parce qu'on lui a demandé de choisir un autre ethos politique. Alors ici aussi, évidemment, bon mot ou abjection.
Elle est maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. C'est des expressions de la langue française, hein, c'est pas grave. Hein. Mais comme par hasard dans le contexte, le singe, soudain, ça nous apparaît plus comme dans l'expression. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du défigement des expressions. C'est extrêmement intéressant. Et que, du coup, les termes singe et banane retrouvent évidemment une connotation complètement raciste. D'ailleurs, d'après Le Monde, les auteurs de la fameuse Une de minute ne s'inquiéteraient pas outre mesure des conséquences judiciaires de leur publication, celles-ci pouvant se comparer à celles de Charlie Hebdo, qui font aussi des jeux de mots en une. Ils ont eu évidemment beau jeu d'avoir ce type de choses. Alors, dans les subtilités bons mots et abjections, on a certains linguistes, dont Béatrice Fracquelet, une collègue, qui a travaillé sur ce qu'elle a appelé l'attaque courtoise. Madame contre monsieur. Lors de ce fameux duel en 2007, il se donnait du madame et du monsieur. Ce qu'il y a, c'est que Sarkozy a plus ou moins prononcé, je me souviens plus du chiffre exact, mais une centaine de fois madame, contre 9 fois monsieur pour Ségolène Royal. Et il y a une espèce là, d'assignation de genre qui était de rappeler madame, madame, madame. Et on peut le prouver par autre chose. Hein, quand à un moment elle a dit j'ai une saine colère, il a dit faut pas vous énerver, faut rester calme. Hein, pour être présidente, il faut être calme. Et donc c'était aussi sois pas hystérique. Et donc on était de nouveau dans quelque chose qui était une assignation de type identitaire et sexiste. Et donc vous voyez que là, simplement dans Madame Monsieur peut se jouer quelque chose qui peut être finalement abject de par sa répétition. C'est le principe du harcèlement, on le sait. Donc de Jean Jaurès traitant de misérable un député qui l'insulte pendant l'affaire Dreyfus au Casto-Pauvre-Comte Nicolas Sarkozy dans ce même salon d'agriculture, en passant par Georges Frêche reprochant à Laurent Fabius sa tronche pas catholique. Et de nouveau, là, on est dans un défigement. Georges Frêche a dit, ben non, j'utilise l'expression, je ne veux pas du tout parler de sa religion. L'histoire politique de la France, évidemment, parsemée d'insultes. Encore 2-3 exemples pour le bon mot. Quand on donne des leçons de morale, Madame Royal, il faut avoir les culottes propres. Vous ne les avez pas. Eh bien, soudain, l'expression culotte propre renvoyait vraiment à la culotte de la femme. C'est-à-dire, on n'aurait jamais dit ça à un homme, et il est clair que souvent, il y a tellement d'insultes qui fusent à l'Assemblée nationale qu'on ne s'en émeut plus. Mais là, Madame Royal, Ségolène Royal, a demandé des excuses, en disant, vous n'auriez pas dit la même chose à un homme, vous ne lui auriez pas parlé de son caleçon, de son slip ou de son string. De même, d'après moi, il faut avoir les épaules larges, et surtout au pénal, il faut avoir les épaules très larges. Est-ce qu'une femme a la capacité pour le faire? Je ne veux pas critiquer, mais vous n'avez pas d'avocates qui sont des avocates de renom, connues comme de grands pénalistes, ça n'existe pas. Et de nouveau, là, il y a quelque chose, c'est normal, les femmes ont les épaules moins grandes que les... Pourquoi mais celle-là, je l'aime bien aussi, Onkelings des relents racistes au MR, Alain Destex, il est médecin, donc il peut faire un diagnostic. Donc il peut assurer que le cas de Laurette Onkelings relève de l'hystérie. Et en mettant médecin, c'est l'insulte diagnostique. On a nymphomane, mythomane, etc. On a autiste. À partir du moment où on fait l'insulte diagnostique, on est de nouveau dans ce côté descriptif, qui fait que, normalement, ce n'est pas discutable, si vous voulez. Et cet exemple que j'aime bien, Jean-Paul Guerlain, il a beau faire du parfum, mais il pue quand même pas mal, parce que le nombre de fois où il a fait des petites phrases racistes, en croyant faire des buzz pour son parfum, mais je crois pas que ça ait vraiment marché. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Enfin, je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. Donc là, il fait deux choses. D'abord, il prend la première expression, travailler comme un nègre, c'est-à-dire comme une bête, comme un esclave, et puis il se dit, ah oui, non, zut, je vais défiger le truc. Donc, enfin, le nègre, on pas des gens toujours tellement travaillé, finalement c'est le nègre paresseux, le nègre fainéant, pas travaillé, etc. Et donc il fait un contre-stéréotype, et donc il est doublement raciste là, il y a vraiment une double assignation, mais de nouveau, petite phrase qui passe pour parfois des bons mots, alors qu'on est vraiment dans l'abjection. Donc l'insulte et l'invective agressent et représentent un mauvais usage aux égards de la convenance, de la politesse et à la civilité, mais il y a quand même dans le discours social une défense de l'insulte. Le philosophe Alain Badiou dit il y a un droit à l'insulte. Pierre Merle, le chroniqueur dont je vous ai parlé, dit qu'il y a une insulte qui est saine et hygiénique. Schopenhauer disait quand vous n'arrivez plus dans le débat à trouver un bon argument, une bonne insulte. Et au plus alors c'est comique parce que de temps en temps, je m'y essaye pas à la chose, mais j'essaye de faire un bon mot quand on m'ennuie un peu depuis 15 jours sur l'écriture inclusive. Et puis là on me dit oh c'est quand même pas un argument. Je dis non mais on est sur Facebook, on peut un peu faire son Schopenhauer quand même. L'insulte est-elle une insolence salvatrice? Michel Meyer le pensait. Donc voilà, vous avez quand même ce discours qui est de dire il y a quelque chose, il y a un potentiel dans l'insulte.
Je terminerai par ce potentiel qui a été déjà beaucoup éprouvé, mais et qu'on peut interroger d'ailleurs, c'est la pratique du retournement. Il est clair qu'au départ, les impressionnistes et les cubistes, ils étaient traités d'impressionnistes et de cubistes. C'était une insulte. Les trotskistes aussi. Toutes les féministes et les lesbiennes qu'on traitait de bitch, de sorcières, de salopes, de chiennes de garde, de gouines rouges, c'est devenu parfois un étendard militant. Même les... ça m'échappe, animals, c'est-à-dire les... dans le foot, les aidez-moi. Les hooligans, voilà, je ne revenais plus sur le terme. Les hooligans, à un moment on dit, on nous traite d'animal, ok, nous allons être des animals. Le manifeste des 343, hein, je ne peux pas ne pas l'évoquer, même si je rappelle quand même que le terme salope a été donné par Charlie Hebdo. Hein. Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste? Au départ, elles avaient simplement mis en avant le 343, donc certaines féministes d'ailleurs trouvent que le retournement là est un peu caduc, puisque c'est pas les femmes qui l'ont choisi. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez particulier, ce retournement du terme salope, on n'y arrive pas complètement en français. Hein. Au terme bitch, on y arrive. Salope, il y a quand même, même si Régine Desforges dit on me traite de mémère, je préfère qu'on me traite de salope, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui est encore stigmatisant dans le terme salope et qui n'est pas encore un étendard. On peut réutiliser 343 cris d'Amazon. Le fameux couillon. Pourquoi est-ce que cette jeune fille, évidemment, a l'air de sourire en disant « je suis une couillonne » c'est parce que, évidemment, elle a repris le terme dont l'avait affublé de façon générique Silvio Berlusconi quand il a dit « ceux qui votent pas pour moi, ça sera des couillons ». Et donc, du coup, il y a eu des grandes manifestations pour dire alors si on vote pas pour lui, on est des couillons, on assume le fait d'être couillon. Ce qui fait que vous voyez, dans l'évolution sémantique, par rapport au tropisme de l'étymologie, les mots, ils peuvent évidemment signifier tout à fait autre chose que ce qu'ils signifiaient au départ. Les slotwalk, les marches des salopes, même type de retournement. Eva Joly, nous sommes chez nous, nègres, bougnoules, les norvégiennes ménopausées. Ça, le retournement du terme ménopausée, à un moment on y pense. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis tout à fait disponible pour les questions. Voilà, merci. Maison.